d'être là. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons une pensée très spéciale pour 3 de nos amis comédiens disparus depuis peu de temps. Et c'est à eux que nous offrons ce spectacle. Monsieur Robert Sutton, son épouse est en avant. Monsieur Guy Hainaut et Madame Micheline Trottier nous ont quittés en peu de temps. Et c'était 3 piliers de nos comédiens. Ils étaient malades depuis un certain temps, mais on est affectés parce qu'on est une famille. Donc, notre famille est en deuil. Je voudrais maintenant souligner la présence d'invités d'honneur remarquables. Tout d'abord, la directrice de notre résidence, Madame Lise Dany, si vous voulez bien vous lever, qu'on vous voit bien, Madame Dany. Madame Dany fait partie de ces femmes courageuses qui savent relever des défis. Aussitôt arrivée parmi nous, aussitôt prise d'assaut par un méchant virus nommé COVID-19. Bravo et merci, Madame Dany, pour avoir mené tout ça de main de maître et d'être parmi nous aujourd'hui, malgré vos nombreuses occupations. Nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous plusieurs religieuses de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil, accompagnées de leur supérieure générale, Sœur Gisèle Turcotte. C'est tout un honneur, hein? C'est comme si c'était la première ministre de la compagnie, de tout ça. Ainsi que Sœur Hélène Griffin, supérieure de la maison qui est tout près de chez nous. Elles sont très heureuses d'assister à notre présentation théâtrale qu'elles considèrent comme une activité inattendue faisant partie de la préparation du 100e anniversaire de leur communauté fondée par Marie Gérin-Lajoie le 23 avril 1923. Je sais qu'elles sont très heureuses aussi de rencontrer leurs voisines et leurs voisins. Alors, chers amis, bonjour et bienvenue à notre présentation théâtrale du 8 mars 2022. Oh non, 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 notre présentation du 1er mai 2022. Ah non, le 5 juin. Eh bien oui, malgré toutes les contraintes occasionnées par le fameux COVID, nous y sommes enfin arrivés. Je voudrais tout d'abord vous souligner la présence d'une personne très importante dans la réalisation de ce projet. En effet, c'est grâce à un travail de recherche très fouillé de notre invité d'honneur que nous avons la possibilité de vous présenter aujourd'hui cette page d'histoire qui a marqué l'avancement des femmes dans la société québécoise. Je vous présente Madame Céline Desrosiers, ancienne collègue d'enseignement, femme engagée depuis des années auprès des femmes de tous âges afin d'améliorer leurs conditions de vie. Merci Céline d'avoir accepté notre invitation. Céline est accompagnée de sa sœur Louise qui a produit le diaporama que vous avez vu à l'entrée. Vous assisterez dans quelques instants à la présentation d'une page d'histoire importante, celle de la bataille des femmes du Québec pour obtenir le droit de vote. Ce droit de vote a été officiellement obtenu il y a 82 ans, soit le 25 avril 1940. Je dois vous mentionner que compte tenu du nombre de personnages dans cette présentation, certains comédiens tiendront plus qu'un rôle. Et vous, cher public, étant donné que vous faites partie prenante de cette assemblée, ne vous gênez pas pour réagir aux propos véridiques que vous entendrez. Et aussi,
je voudrais souligner, de plus, avant de commencer, la présence de notre pianiste, Mme Nicole Théoret. Qui a accepté généreusement, une fois de plus, de se joindre à nous pour ce spectacle. Merci, Nicole. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'être tolérant pour nous, monsieur, parce qu'ils vont avoir des propos difficiles à dire. Mais je peux vous dire, en les connaissant, que ce sont des tendres. Chers spectateurs, aujourd'hui, dans cette salle, se tiendra une rencontre très importante au sujet du droit de vote des femmes au Québec. Je vais donc vous faire la présentation des participantes et des participants à cette assemblée. Voici les 3 pionnières, donc initiatrices de ce projet. Madame Marie Gérin-Lajoie, travailleuse sociale, pionnière du service social dans le milieu francophone au Québec, fondatrice de la communauté religieuse Notre-Dame du Bon Conseil. Madame Idola Saint-Jean, journaliste, éducatrice et féministe québécoise. Madame Thérèse Casgrain, réformatrice, féministe, première femme élue à la tête d'un parti politique, Parti social-démocratique du Québec. Bien sûr, ces messieurs auront leur mot à dire. Il s'agit de Monsieur le Premier ministre Adélard Godbout, Monsieur le député Henri Bourassa, fondateur du quotidien Le Devoir, Monsieur le journaliste Oliver Asselin, Monsieur le député Édouard Fortin, Son Éminence le cardinal Bégin, archevêque de Québec, accompagné de sa ménagère, Madame Louise Labbé. Parlons maintenant des suffragettes. Oh, le terme suffragette désigne en son sens strict les militantes, celles qui revendiquent le droit de vote des femmes. Les voici donc. Mes amis, je vous assure que notre vie est bien dure, il ne faut pas se décourager, ça va bientôt arriver.
Le droit de vote, on va l'avoir pour les femmes au Québec. Il faut bien donner le temps à notre gouvernement. Ça va venir, ne vous découragez pas. Les suffragettes sont prêtes pour les femmes au Québec. Ça va venir, ne vous découragez pas. On va l'avoir le droit de vote, malgré notre épiscopat. Ça va venir, ne crois pas ton dans la paix, malgré Oliver Asselin, malgré Oliver Asselin. Ça va venir, ne nous décourageons pas. Les femmes pourront toutes voter, malgré Henri Bourassa. Et c'est parti! La bataille des femmes du Québec pour obtenir le droit de vote s'inscrit dans un ensemble de luttes menées pour s'approcher de l'égalité sociale, que ce soit pour des modifications au Code civil, pour l'accès à l'éducation ou encore pour le droit au travail. La présentation d'aujourd'hui est consacrée surtout à la lutte pour l'obtention du droit de vote. Au Bas-Canada, le Québec d'aujourd'hui, des femmes ayant le titre de propriétaire votaient depuis 1791. Toutefois, elles étaient peu nombreuses. En 1834, une tentative d'enlever ce droit de vote aux femmes mariées propriétaires échoue. Tant mieux! Hein? Oui, il y en avait une couple qui l'avait. Cependant, 15 ans plus tard, soit en 1849, une loi est votée au Canada uni, le Québec et l'Ontario d'aujourd'hui, qui interdit le droit de vote aux femmes. Cela prendra presque 100 ans. Imaginez 100 ans pour que les femmes retrouvent ce droit aux élections québécoises. Mais avant d'arriver là, passons d'abord par le Canada. En 1917, durant la Première Guerre mondiale, le gouvernement Borden propose que les femmes ayant des liens avec les militaires, comme épouses, mères ou sœurs, puissent voter lors des élections fédérales. Cela soulève l'approbation de certains et la critique de d'autres personnes. Ainsi, Marie Girey-Lajoie réagit. Le droit de vote partiel qu'on vient d'accorder aux femmes comporte plus de mépris que dommage, car ce vote est plutôt un droit accordé aux soldats de voter plusieurs fois par l'intermédiaire de parents. Elle avait raison. Heureusement, l'année suivante, nous sommes en 1918, la grande majorité des femmes majeures obtiennent le droit de vote aux élections fédérales. Mais l'opposition existe, notamment au Québec, représentée par des hommes politiques, des évêques. On sait qu'à l'époque, la politique et l'épiscopat et l'Église étaient très liés. Alors, représentés par, je reprends, par des hommes politiques, des évêques, des juristes, des journalistes, et croyez-le ou non, des femmes. Oui, c'est honteux. Ainsi, Henri Bourassa, éditeur du journal Le Devoir, est fortement opposé à ce que les femmes puissent voter. Avant l'adoption de la loi, il se prononce. En subordonnant l'an dernier et l'année précédente le droit de suffrage aux œuvres de guerre, le Parlement a ouvert la porte à deux conséquences graves de péril. La création d'une caste militaire privilégiée et l'introduction du féminisme sous sa forme la plus nocive. La femme électeur. Elle engendrera bientôt la femme cabaleur, la femme télégraphe, la femme souteneur d'élection, puis
la femme députée, la femme sénateur, la femme avocat, enfin, pour tout dire en un mot, la femme homme. Sortons nos pantalons. Ce monstre hybride et répugnant qui tuera la femme mère et la femme femme. Hey, C'est bien des femmes en une, ça. au Québec, au Québec, la loi fédérale passe presque sous silence dans le contexte de la guerre et de la crise de la conscription. Les féministes québécoises veulent que les femmes puissent également voter dans leur province, comme cela se fait d'ailleurs dans les autres provinces du Canada. Ça me fait honte, ça, un peu, que ce soit les Québécois qui soient en retard comme ça. Une association montréalaise existe depuis 1913, la Montreal Suffrage Association, composée majoritairement, évidemment, d'anglophones. Cette association est présidée par Carrie Derek, première Canadienne professeure d'université. De son côté, Marie-Gérin Lajoie préside le comité du suffrage provincial avec Anna Lyman. La secrétaire en est Idola Saint-Jean. Thérèse Casgrain, à ce moment-là, prend la parole. Le but du comité provincial pour le suffrage féminin est d'entreprendre une campagne d'éducation afin de persuader le public et la législature que les femmes ne désiraient pas le vote pour changer leur sphère d'action dans la vie, mais plutôt pour élever et améliorer le niveau social en général. Les femmes impliquées souhaitent donc préserver leur rôle traditionnel, tout en apportant cependant leur coopération dans la vie publique. Ainsi s'exprime Marie-Gérin Lajoie. Les suffragettes québécoises n'entendent pas faire sortir la femme de son plus beau domaine, le foyer. Elles sont des mères qu'elles entendent accomplir leur devoir familial comme dans le passé. Elle décide donc de se rendre à Québec pour réclamer le droit de vote. En février 1922, une délégation de plus de 400 femmes, c'est révélateur pour l'époque, se rend donc rencontrer le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Où va-t-il accueillir la représentante? Au Parlement? Dans un grand salon? Non, non. À la salle à manger du Parlement. On n'est pas loin de la cuisine. Encore heureux qu'il ne leur avait pas demandé de faire la vaisselle. Les députés écoutent les discours, mais ne sont pas convaincus par les arguments présentés. Un député s'inquiète de l'influence des femmes sur la politique. La politique est une affaire, une très grosse affaire. On ne peut la diriger avec du sentiment. Les femmes valent mieux que nous. Elles ont plus de cœur. Elles s'émeuvent plus facilement. Mais souvent, leurs larmes leur obscurcissent la claire vue des choses. C'est très grave. Elles sont susceptibles de se rallier à toutes ces histoires de pension de ci, de pension de ça, qui sont un obstacle à la charité chrétienne. Une prime à la paresse et à l'imprévoyance. La paresse. De son côté, le premier ministre Alexandre Taschereau est très sceptique. Écoutons-le dans sa réponse au clergé qui l'implore de ne pas accorder le droit de vote aux femmes. Personnellement, je suis opposé au suffrage féminin.
Plusieurs de mes collègues partagent cette manière de voir. D'autres y sont favorables. La députation est divisée à ce sujet et si j'ai bien compris les opinions exprimées dans les journaux, les théologiens eux-mêmes sont loin d'être d'accord. C'est pas étonnant, les théologiens. Le problème, qui en est plutôt un de morale et d'ordre social, n'est donc pas facile à résoudre. Le clergé ne fait pas que s'adresser aux politiciens. Monseigneur Bégin, archevêque de Québec, exprime sa vision concernant ce droit. Écoutons bien ses paroles. L'entrée de la femme dans la politique, et même par le seul suffrage, serait pour notre province un malheur. Rien ne le justifie, ni le droit naturel, ni l'intérêt social. Les autorités romaines approuvent nos vues, qui sont celles de tout notre épiscopat. Quelle ouverture d'esprit! De plus, le clergé fait aussi circuler une pétition par l'intermédiaire de 2 groupes de femmes. La pétition se prononce clairement contre le droit de vote des femmes. Oui, nous sommes contre le droit de vote. En raisonnant comme nous le faisons, nous prétendons n'être nullement rétrogrades. La grandeur de la femme, à nos yeux, ne dépend ni du droit de voter, ni de l'éligibilité. D'ailleurs, nous ne nous occupons guère de cette discussion sur la supériorité de l'homme ou de la femme. Chacun des 2 sexes a la supériorité, pourvu qu'il reste dans son domaine et qu'il y remplisse son devoir. Grenouille de bénédiction. Hein? Donc, c'est une femme, ça? Oui. Peu importe les inégalités politiques, elles ne nous seront pas plus désavantageuses, elles ne nuiront pas plus à notre influence sociale demain qu'hier et aujourd'hui. Cette influence, nous avons tant de manières de l'exercer dignement et efficacement. Pour toutes les raisons que nous avons apportées, nous demandons respectueusement à son honneur, le lieutenant-gouverneur, et au gouvernement de la province de Québec de ne pas attribuer à la femme le droit de vote. Enfin, une femme. Une vraie femme. Bravo. La présidente d'un de ces 2 groupes, la Fédération des femmes canadiennes françaises de la section de Hull, Mme Rose O. Archambault, exprime son point de vue. Écoutons-la. Le suffrage féminin est un principe subversif de l'ordre, contraire au droit divin, au droit social et même au droit naturel. En plus des politiciens, du clergé, des groupes de femmes, un autre journaliste, Oliver Asselin, partage les idées de son collègue Henri Bourassa et donne son avis sur la capacité des femmes à s'occuper des affaires politiques. Toutes ces femmes à mes pieds. Alors, quand l'imbécilité des démocrates éclate dans le monde entier, ce n'est pas le temps de compliquer davantage le problème du gouvernement populaire chez nous en ajoutant au corps électoral 600 000 grands-enfants. Très charmants sans doute, mais en politique encore plus ignorants que nous. Non seulement plus ignorants, mais
mais encore plus, pour 9/10, 90% des femmes sont incapables de s'exprimer, de s'instruire. Quel que soit le temps qu'elles y consacrent à la politique, elles n'y apporteront jamais qu'une intelligence relativement inférieure. Marie-Gérin Lajoie est découragée de l'attitude de l'Église catholique. Durant la même année, en 1922, elle se rend à Rome lors d'un congrès de l'Union internationale des ligues féminines catholiques. Les représentantes votent la résolution suivante. Premièrement, que les femmes catholiques de tous les pays comprennent leur responsabilité morale en face du suffrage électoral, quel qu'en soit le mode. Deuxièmement, que les femmes se préparent à leur rôle par une formation morale et religieuse et civique qui les rende aptes, le cas échéant, à cet apostolat. Troisièmement, que toute nouvelle initiative sur le terrain du suffrage féminin soit soumise d'avance dans chaque pays à l'approbation de l'épiscopat. Henri Bourassa était lui aussi à Rome et aurait rencontré un prélat pour le convaincre d'ajouter la 3e résolution. Il est toujours convaincu que le Québec ne doit pas accorder le droit de vote aux femmes. Non, hein? Ah, ça va pas vite, ça va pas vite. Tout semble bloqué. Marie-Gérin Lajoie démissionne de son poste de présidente du comité du suffrage provincial. Ouais. Après quelques années de silence, 2 dirigeantes reprennent la lutte avec leurs groupes respectifs. La Ligue des droits de la femme, menée par Thérèse Casgrain, et Idola Saint-Jean pour l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec. Écoutons Idola Saint-Jean défendre le principe de l'égalité. Dans un pays où le système démocratique est en vigueur, le vote est le droit que possède tout citoyen de s'exprimer dans les questions d'intérêt public. Bravo. Peut-on parler de suffrage universel quand toute une moitié de la société est privée de son droit de vote? Thérèse Casgrain, de son côté, répond à ceux qui croient que les femmes sont ignorantes en politique. Rappelez-vous les paroles d'Oliver Asselin. Si le suffrage devrait être accordé qu'aux hommes de génie, bien peu le mériteraient. Les deux associations vont entreprendre une longue lutte, une très longue lutte. À chaque année, de 1927 à 1940, elles se rendent en pèlerinage à Québec. À chaque fois, un député présente un projet de loi qui, sauf la dernière année, est toujours défait. 2 premiers ministres se succèdent durant ces années. Louis-Alexandre Taschereau et Maurice Duplessis. Le premier ministre et le chef de l'opposition sont d'accord sur ce sujet. Les deux sont contre le droit de vote aux femmes. Thérèse Casgrain intervient à nouveau. L'antiféminisme n'a pas de couleur. Malgré les échecs qui se répètent, les féministes continuent leur campagne en employant différents moyens. En voici quelques-uns. À la fin des années 20, avec 1 000 $, soit l'argent reçu d'une dirigeante du mouvement suffragiste aux États-Unis, elles publient des dépliants et elles organisent des assemblées publiques à travers le Québec. On voit même des femmes sandwich portant des affiches
en faveur du suffrage féminin. Idola Saint-Jean se présente comme candidate aux élections fédérales dans le comté de Dorion-Saint-Denis en 1930. Elle obtient 3000 votes. C'est la première fois au Québec qu'une femme se présente aux élections fédérales. À la même époque, Thérèse Casgrain anime une émission de radio à Radio-Canada intitulée Fémina. Elle invite des hommes d'affaires et de professions libérales. Ceux-ci s'expriment. On ne saurait craindre le danger de voir nos parlements envahis par quelques femmes réputées. Au contraire, la présence des femmes au Parlement, au gouvernement, apporterait de l'éclat à l'Assemblée législative. Et les femmes s'intéresseraient à la politique. Et les femmes se prévaudraient de leur droit au suffrage au moins autant que les hommes. De son côté, Idola Saint-Jean anime l'actualité féminine à CKC. Ses émissions rejoignent un vaste public, en particulier les femmes qui ont besoin d'être convaincues de l'importance du droit de vote. En 1931, Idola Saint-Jean profite d'une transmission radiophonique pour, encore une fois, apporter son point de vue et celui de ses consoeurs afin d'influencer le vote au Parlement québécois. Écoutons un extrait de ses propos. Les femmes du Québec ont été les premières à la tâche si on retourne aux premières pages de notre histoire. On les voit travailler avec ardeur à l'œuvre admirable de colonisation. Dans toutes les sphères de vie sociale, elles ont été les compagnes vaillantes des hommes, toujours à l'œuvre, donnant le meilleur d'elles-mêmes pour construire un pays appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire du monde. On nous retrouve aujourd'hui dans tous les domaines de la charité et du travail. Les conditions économiques nous jettent dans l'industrie, dans le commerce, dans l'enseignement, en un mot, dans toutes les sphères d'activité. Il nous faut travailler pour vivre. Alors, pourquoi sommes-nous condamnés à n'occuper que des places de subalternes? Pourquoi ne pas nous permettre l'accès des professions et aussi celui des parlements où se fabriquent les lois qui affectent la femme tout autant que l'homme? Un autre moyen employé par les suffragettes consiste en une pétition de 10 000 signatures envoyée à Londres en 1935 auprès du roi George V pour lui rappeler que les femmes du Québec sont les seules de race blanche parmi ses sujets à être privées du droit de vote alors qu'elles étaient les seules à l'exercer un siècle plus tôt. Il est vrai que ce n'était alors que les femmes propriétaires pouvaient exercer ce droit de vote. Comme la lutte pour le droit de vote nécessite de l'argent, la Ligue des droits de la femme entreprend une campagne de financement qui rapporte 20 000 $. Aujourd'hui, cela correspondrait à 200 000 $. Alors, vous pouvez imaginer ce qui aurait pu être fait. C'est une somme importante, surtout durant la crise économique. Cet argent est utilisé pour faire une campagne de publicité dans les journaux, les revues et à la radio. Lors d'une exposition organisée par l'Association des manufacturiers canadiens, les féministes organisent un sondage. Pour ou contre le suffrage féminin? Le résultat est clair. Plus de 8 000 personnes sont pour le droit de vote et 300 sont contre. Une femme du Saguenay donne son point de vue. Je respecterai les idées de mon mari, ses convictions politiques, mais je ne m'interdirai absolument pas d'avoir les miennes. La population commence à voir d'un œil plus favorable le droit de vote des femmes. Cependant, l'opposition reste importante dans plusieurs milieux. Voici quelques exemples. Madame Mark Croft,
publie son opinion dans le journal Le Canada français en 1933. La politique laisse la Canadienne française indifférente et la femme peut influer sur les décisions et les volontés de l'homme sans jouer à l'homme. Dans la même lignée, Françoise Baudesmet, rédactrice en chef de la revue Paysanat, destinée aux fermières, se prononce en 1935. Une femme au grand cœur sert mieux son pays en élevant ses enfants et en jouant son rôle d'inspiratrice et de créatrice d'énergie. Mais cela ne l'empêcherait pas de voter. En plus de jouer leur vrai rôle de femme et d'être indifférentes à la politique, les femmes jugeraient la politique de façon très sévère. Un sociologue, Horace Miner, enquête dans la région de Saint-Denis de Kamouraska auprès des femmes des agriculteurs. Voici sa conclusion. Les femmes ne sont nullement intéressées à la politique qu'elles considèrent comme une chose trop sale pour la porter dans leur foyer. Je peux comprendre l'intérêt des femmes célibataires envers la politique puisque c'est le seul moyen dont elles disposent pour défendre leurs convictions. C'est pas si net, ça. Ça, c'est pas si net. Thérèse Casgrain dénonce aussi ce qu'on dit des femmes qui luttent pour le droit de vote. Les injures n'ont pas vieilli. On disait que celles qui réclamaient le droit de vote étaient presque toutes des vieilles acquis, sans enfants, dépourvues de féminité, ou encore des plaies de la société. Des putains, des mauvaises mères, ou des frustrés. On comprend que le sujet du droit de vote des femmes soulève des débats, tant dans la société en général qu'au Parlement. Les Québécoises vivent la contradiction suivante. Soit de pouvoir se prononcer sur les questions concernant le gouvernement fédéral, mais d'en être déclarées incapables lorsqu'il s'agit de santé, d'éducation ou de travail, sujet de compétences provinciales. Cette contradiction dure de 1918 à 1940. La crise économique des années 30 oblige les femmes à s'impliquer davantage dans la vie économique et sociale. Cependant, elles sont déclarées inaptes lorsqu'il s'agit de politique. De plus, la participation importante des femmes comme électrices aux élections fédérales démontre que celles-ci s'intéressent aux problèmes politiques. Pourquoi n'en serait-il pas de même au Québec? Jusqu'en 1939 inclusivement, nous l'avons déjà dit, le vote est toujours négatif. Les députés accueillent les délégations des femmes avec des arguments que vous pourrez juger vous-même. Certains sont pour, la majorité est contre. Lors du débat de 1934, plusieurs députés se prononcent. Entendons d'abord Édouard Fortin, qui est contre le droit de vote pour les femmes. La femme est déjà ministre de l'Intérieur à son foyer. Pourquoi lui ajouter le ministère des Affaires étrangères? L'émancipation de la femme est une menace, l'une des plus grandes, à l'autorité. De son côté, le député Edgar Rochette défend la position inverse. Nous aurions mauvaise grâce à retarder davantage d'accorder le droit de vote aux femmes de cette province. Oui. Je souhaite sincèrement que les droits politiques des femmes soient enfin reconnus par la seule législature française d'Amérique. À mesure que les années passent, à mesure que l'opinion publique se montre de plus en plus favorable au droit de vote pour les femmes, les débats au Parlement se font de plus en plus virulents. Des députés se permettant des propos grossiers, d'autres y allant de commentaires insipides. Les femmes avancent, les arguments reculent.
Ainsi, en 1935, le député Robert Bachand donne son opinion. Puisque les cigarettes et les cocktails ne sont plus une prérogative masculine, le moins que ces dames puissent faire, c'est de leur laisser laisser aux hommes le domaine politique. Les députés ne se font pas plus accueillants. Entendons les propos d'un député en 1939, soit 1 an avant le changement. Ah, les femmes arrivent pendant le temps du carême pour nous faire pénitence. Il y a aussi des députés favorables au droit de vote des femmes. Voici le propos d'Anatole Plante. Un autre vendu. Je répondrai par la bouche de mes canons. On a dit à la femme, vous êtes la grande éducatrice. Mais on lui refuse de siéger dans les commissions scolaires ou de donner son opinion sur les questions d'éducation. On a dit à la femme, vous êtes la reine du foyer. Mais on lui refuse le droit de protéger son royaume en ayant un mot à dire sur le choix des législateurs qui le gouvernent. Bravo. Si nous avons tant à cœur de protéger les femmes, pensons donc aux dangers qui les guettent à l'usine, au bureau ou au magasin. Oui. Bravo. Finalement, le changement arrive. Adélard Godbout, premier ministre depuis 1939, propose le projet de loi accordant le droit de vote aux Québécoises lors de la première session suivant son élection à l'hiver 1940. Il tient ici un engagement de son parti, le Parti libéral, à défendre le droit de vote. Thérèse Casgrain, avec une quarantaine de femmes, s'est impliquée dans le congrès du Parti libéral et dans la campagne électorale. Par la suite, pour faire adopter ce point de vue. Au moment du débat à Québec, Maurice Duplessis reproche au premier ministre d'avoir changé d'idée, car dans les années précédentes, Godbout a toujours voté contre le projet de loi. Le premier ministre répond au chef de l'opposition. Monsieur Duplessis, les temps ont changé. De nos jours, les femmes détiennent des sommes considérables dans les banques, dans les compagnies d'assurance et autres entreprises. Un grand nombre d'entre elles travaillent pour gagner leur vie. Et on a besoin d'elles comme élément de stabilité et d'ordre. C'est la vie moderne qui fait que la femme sont devenues les égales de l'homme. Oui. Avant le vote, Monseigneur Villeneuve se sert de son influence pour défendre la position du clergé. Comme la fréquentation des églises est importante, il fait lire cette directive dans les paroisses. Nous ne sommes pas favorables au suffrage politique féminin parce qu'il va à l'encontre de l'autorité et de la hiérarchie familiale, parce que son exercice expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures de l'électoralisme. Parce qu'en fait, il nous apparaît que la très grande majorité des femmes de la province ne le désirent pas. Parce que les réformes sociales, économiques, hygiéniques et le reste que l'on avance pour préconiser le droit de suffrage chez les femmes peuvent être obtenues par des organisations féminines en marge de la politique. Amen. Le premier ministre Godbout, un fervent catholique, est pris entre ses convictions religieuses et ses engagements politiques. Lors d'une entrevue téléphonique avec Monseigneur Villeneuve, il lui dit que si le clergé continue à s'opposer au droit de vote des femmes,
Il se verra forcé de démissionner et de laisser la direction du parti à M. T.D. Bouchard, l'un de ses ministres, aussi connu pour ses positions anticléricales. Aussitôt, la campagne du clergé s'arrête. Godbout a la latitude pour agir. Ouais, bravo! À l'Assemblée législative, le vote se traduit ainsi. 67 pour, 9 contre, donc 89% en faveur du droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Peu après ce vote historique, Thérèse Casgrain, qui comprend les enjeux de l'avenir pour les femmes, s'exprime ainsi. Notre véritable travail ne fait que commencer. Le vote est un moyen et non pas une fin. Dans les années suivantes, il faut attendre jusqu'au 14 décembre 1961, donc 21 ans après l'obtention du droit de vote, pour qu'une première députée, Claire Kirkland-Casgrain, soit élue au Parlement de Québec. Les Autochtones, femmes et hommes, peuvent voter depuis 1969. Il faut attendre jusqu'en 1976 pour que l'Assemblée nationale voit siéger plus d'une députée. Avec cette année-là, 5 femmes. Un événement historique arrive lors de l'élection du 4 septembre 2012, alors que pour la première fois, après 34 ans, une première ministre, Pauline Marois, est élue. Lors de cette élection, 41 femmes siègent comme députées à l'Assemblée nationale sur 125 députés, dans une proportion de plus de 32%. L'une des députées, Françoise David, est aussi chef d'un parti présent à l'Assemblée nationale, Québec solidaire. Bravo! Depuis ce temps, 2 élections ont été tenues. Le 7 avril 2014, le Parti libéral est porté au pouvoir. L'Assemblée nationale compte 34 femmes députées, soit 7 de moins qu'en 2012, dans une proportion de 27%. Finalement, la dernière élection, qui a eu lieu le 1er octobre 2018, amène au pouvoir la coalition Avenir Québec, la CAQ. 53 femmes sont élues sur les 125 personnes qui siègent au Parlement de Québec, pour une proportion de 42%. Ce qui entre dans la zone de parité réclamée depuis plusieurs années par des militantes féministes. Bravo! Revenons quelques instants sur la fin de l'année 2012. Peu de temps après l'élection de 2012, soit le 5 décembre, un monument est inauguré en hommage aux femmes en politique avec les pionnières Marie Gérin-Lajoie, Nicolas Saint-Jean, Thérèse Casgrain et Claire Kirkland-Casgrain. Cette œuvre de Jules Lassalle se situe sur la promenade des premiers ministres au Parlement de Québec. En conclusion, on peut dire que les buts ont changé, les mots ont changé, mais nous sommes redevables à ces femmes qui ont cru qu'elles pouvaient s'impliquer socialement et politiquement pour l'amélioration de la société tout entière. Cependant, le droit de vote des femmes, acquis depuis le 25 avril 1940, une date à ne pas oublier, est une condition nécessaire, mais non suffisante pour assurer une réelle démocratie. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour continuer la lutte pour le droit des femmes
ces droits deviennent très souvent des droits de la société. En politique, elles ont su et savent apporter des changements sociaux importants. Pensons seulement au centre de la petite enfance instauré par Pauline Marois. En plus de commission scolaire, linguistique, elle a fait des choses, Pauline Marois, qui permettent aux femmes d'exercer leurs compétences à la maison et dans la communauté. Prenons donc exemple sur ces femmes pour croire à la valeur des qualités de persévérance, de ténacité et de courage dans les combats présents et futurs. À cet égard, permettez-moi de souligner la ténacité, la persévérance, le dynamisme de notre conceptrice et metteur en scène, Francine Lucier. Elle sait bien nous animer et nous stimuler. Et quand tu dis... Dis-le plus fort. Vive les femmes! C'est pas une vieille qui dit ça, là. C'est une jeune. Merci. J'aimerais vous faire part d'un avis de désignation fait à Québec récemment par Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications. Qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 13 de la Loi sur le patrimoine culturel, elle désigne l'événement historique suivant. La fondation du Comité provincial pour le suffrage féminin le 14 janvier 1922, à l'occasion de la tenue de sa première réunion à Montréal, est un jalon important de l'histoire de la lutte pour l'égalité politique des femmes au Québec. Que cette désignation prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Que cette désignation sera inscrite au registre du patrimoine culturel, fait à Québec ce 8 mars 2022. Pour faire suite à ce que Nicole vient de faire en conclusion, elle a mentionné que les femmes ont continué et continuent encore aujourd'hui de s'impliquer pour l'amélioration de la société tout entière. Rappelons-nous la marche du pain et des roses. Au printemps 1995, où plus de 800 Québécoises ont marché pendant 10 jours pour lutter contre la pauvreté. Du pain et des roses était le slogan des travailleuses américaines du textile au 19e siècle. Le pain est symbole de travail et de conditions économiques, et les roses font référence à la qualité de vie. Cette marche a été organisée par la militante et féministe Françoise David, alors présidente de la Fédération des femmes du Québec, à qui j'ai lancé une invitation pour être des nôtres aujourd'hui, mais qui m'a très gentiment répondu qu'avec toutes ces activités qu'elle a à faire, elle ne pouvait être là et qu'elle nous souhaitait bon succès dans notre spectacle. Le 26 mai 1995, les femmes commencent à marcher de Montréal vers l'Assemblée nationale à Québec. Elles arriveront le 4 juin. Est-ce qu'il y en a ici qui ont fait la marche mondiale des femmes? Elle porte avec elle 9 revendications. Les demandes concernent l'emploi, le salaire minimum, l'équité salariale, le logement social, etc. L'une d'entre elles s'exprime. Je marche pour ma mère, je marche pour moi, je marche pour mes filles et mon petit-fils, pour un monde meilleur, pour du travail. Maintenant, vous avez à l'endos de votre programme la chanson du pain et des roses. Alors, on va l'entonner tous ensemble. Du pain et des roses pour changer
pain des roses. Il nous faut des roses, un souffle, une pause. Il nous faut du pain, donnons-nous la main. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Nous sommes plus grandes que ce qu'il nous semble. Nous voulons la paix pour ce monde qu'on fait. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Trouvons des trouvailles pour que l'on travaille. Guettons les ghettos, nous sommes égaux. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Pour terminer, voici l'adaptation théâtrale d'un texte de Madame Germaine Côté, tiré de son recueil de textes Au gré des souvenirs, paru en 2019 à l'atelier d'écriture des Jardins Mélène. Deux personnages, Madame Alma Ouellet et sa fille Charlotte. J'ai une confidence à vous faire. Depuis quelques semaines, je sens maman plus détendue, plus sereine. D'apparence fière, habituellement, je sens qu'il se dégage de chez elle une nouvelle fierté. Comme on dirait un genre de redressement intérieur qui me semble tout fluide, comme impalpable. Je me demande ce qu'elle a. On dirait qu'elle parle à tout le monde d'ailleurs. En fait, pour être honnête avec vous, on dirait qu'elle sourit, comme quand papa était là. Son comportement est vraiment intriguant. Oh, il se passe quelque chose. On lui a livré un colis. Mais que peut bien contenir cette belle grosse boîte avec écrit dessus oh, Dupuis frère? Oh. Oh, quel beau chapeau! Mais pour quelle occasion? Comme il lui fait bien! Oh, un manteau cette fois?
comme elle est ravissante. Mais pourquoi cette nouvelle toilette? Je vous le jure, elle est habituellement si sobre. Où va-t-elle? Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'au village, son sourire à l'épicier est souvent commenté. Et son regard au boulanger scruté. Sans compter sa conversation avec monsieur le curé indiscrètement écoutée. À un moment, on va bien finir par savoir ce qui se passe. Mais quelle élégance! Elle a vraiment l'allure d'une reine. Tu viens, ma fille? Oui, j'arrive, maman, mais où va-t-on? Que se passe-t-il? Ma fille, pour la première fois, je m'en vais voter. Alors maintenant, je voudrais vous présenter nos comédiens. Allons-y. Madame Jacqueline, si vous voulez bien attendre à la fin pour applaudir, s'il vous plaît, parce qu'on en a plusieurs. Madame Jacqueline Brosseau. Madame Huguette Hott. Madame Marie-Claire Turcotte. Madame Louise Reeves. Madame Suzanne Garot. Madame Madeleine Tison. Madame José Bonin. Monsieur Jean Groté. Monsieur André Harel. Monsieur Jacques Aurousseau. Monsieur Gustave Desnoyers. Monsieur Monseigneur, Monsieur Raymond Régent Plamondon. Et sa ménagère, Madame Louise Labbé. Sans oublier nos super narratrices, Madame Nicole Camiran, Madame Louise Bastien, Madame Jocelyne Bradley, ainsi que Madame Lucille Cloutier. Je voudrais dire un merci spécial à Mademoiselle Charlotte Harel-Richard, qui est la petite-fille de Monsieur Harel, et pour sa participation à la présentation du souvenir. Un grand merci à Madame Nicole Théoret. Un merci aussi à M. Trevor Smith qui a accepté de venir nous dépanner pour le déplacement des décors. Et aussi à Madame Vincent, qui est Pauline Vincent, qui est celle qui nous a procuré les si beaux costumes de Monseigneur et de sa ménagère. Alors, c'est ce qui met fait à notre spectacle. J'espère que vous avez aimé ça. Maintenant, je vais demander à celle qui nous a, à cause de qui on a tout ça, ce texte-là, de nous adresser quelques mots. C'est une championne. Céline Desrosiers. Alors, Francine m'a demandé de livrer mes premières impressions. C'est un peu difficile parce que moi, je ne suis pas tellement dans l'improvisation, je suis plus dans la préparation. Alors, ce que je peux dire au niveau du contenu, évidemment, les idées sont bien rendues. Vous avez remarqué que c'était tranché, on est pour ou on est contre. On n'est pas dans les nuances. Ça ressemble à la politique d'aujourd'hui dans certains cas. Ensuite, le jeu, même si moi je connaissais évidemment la narration et les citations, j'ai joué à la spectatrice
Et je découvrais ce que madame ou monsieur disait, mais le jeu, c'est qu'on y croit. On a l'intonation, on a la ferveur, et on s'attend à être apprécié ou le contraire. Pour la mise en scène, évidemment, moi je fais la narration et je demande aux personnes dans la salle de faire les citations, alors ça c'est assez sommaire, mais là, de mettre en introduction une chanson qui met tout de suite l'accent sur Henri Bourassa fait telle chose, puis un tel Tachereau fait telle chose, c'est que ça dit aux gens tout de suite, écoutez, là, on va vous raconter une histoire où il y a beaucoup de controverses. Et vous avez participé d'une façon extraordinaire parce que on ne peut pas, à moins d'être vraiment, comment je pourrais dire, pas réveillé, là, on ne peut pas faire semblant que des propos qui nous rejoignent nous sont indifférents ou des propos qui nous choquent nous sont aussi indifférents. Et pour terminer, je vais prendre quelques minutes pour vous raconter comment ça se fait qu'on est arrivé à avoir un projet comme ça. Alors, je remonte à 2009, ça fait déjà 13 ans. On est à une année du 70e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus. Alors, j'en parle à quelques personnes autour de moi. Il y a un silence. Personne ne me dit là, que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Sauf Francine qui me dit, quand je lui dis que j'aimerais ça, faire une pièce de théâtre sur l'histoire du droit de vote des femmes au Québec. Ce qu'elle me dit, et elle a raison parce qu'elle a l'expérience, que c'est beaucoup de travail. Alors, je m'en retourne chez nous en me demandant si j'ai eu une bonne idée. Je commence à faire la recherche parce que j'aurais pas pu en parler plus que 3-4 minutes. À part de dire que c'était le 25 avril 1940 et que ça avait été bien difficile, là, j'avais pas grand-chose à dire là-dessus. Évidemment, j'ai découvert énormément d'informations et j'ai constaté que les femmes et les hommes qui étaient impliqués dans cette histoire-là avaient exprimé des opinions tranchées. Vous les avez entendues, évidemment. Et l'autre chose qui m'a étonnée, mais je dirais plutôt que j'ai découvert, c'est que dans les années 20 et 40, on ne parle pas de la même façon qu'aujourd'hui. Hein, l'épiscopat, la législature, c'est des mots qu'on n'entend pas. Évidemment, l'Église catholique, ça on la connaissait, mais c'est encore plus présent à cette époque-là. Alors, j'ai conservé les citations pour montrer le décalage entre l'histoire qu'on raconte et comment les gens s'exprimaient. Ça me permettait aussi de prendre une pause. Et les citations faisaient en sorte que les gens dans la salle, en majorité des femmes, participaient et ça permettait des réactions à peu près comme celles que vous avez. Par contre, je n'avais pas demandé aux personnes qui lisaient les citations d'être sensibles à ce que les autres disaient, parce qu'ici, vous aviez un cœur, hein, puis, elles étaient dans l'action. Alors, quand je fais la narration, il n'y a pas ce genre de réaction-là, mais Henri Bourassa se fait toujours chahuter. Et on a raison de le chahuter aussi. Alors, on voit qu'on peut s'indigner, on peut se désoler, on peut aussi approuver. Je fais un petit rappel de l'histoire, de la narration. Si vous vous rappelez, on a parlé de 1922, ça fait 100 ans. Alors, il y a 100 ans, il y a une délégation de femmes qui va à Québec pour rencontrer Tachereau. On le dit dans la narration. Il y a 100 ans, Marie-Gérin-Lajoie va à Rome pour aller à un congrès de femmes catholiques, l'association de femmes catholiques, pour justement essayer de faire avancer le droit de vote. Et ce que Francine disait tantôt, là, le comité provincial pour le suffrage a aussi 100 ans. Alors, on voit que grâce à ce qui s'est passé après-midi, on est capable de se rappeler une histoire qui a déjà 100 ans. Aujourd'hui, comme on l'a dit à la fin de la narration, on vise la parité parce qu'on veut que les femmes puissent jouer pleinement leur rôle dans tous les aspects de la société, y compris en politique. Pour moi, ça sera un exemple très pertinent de fierté qu'on pourrait avoir.
Alors, si je termine, quand Francine m'a parlé il y a déjà 3 ans du projet qu'elle avait, parce qu'elle connaissait la narration, elle connaissait les citations parce qu'elle avait participé à des animations, ça, ce que je lui ai dit à ce moment-là, c'est que mon rêve se réalisait enfin. Je ne pensais pas de voir ça. Alors, je peux vous dire que ça a été une présentation extrêmement intéressante. Et comme spectatrice, c'était très agréable. Merci. Merci beaucoup, Céline. Je te reconnais bien donc. Et là, en terminant, je veux remercier M. Vermette d'avoir fait une vidéo de tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Alors, peut-être que s'il y en a qui veulent l'avoir éventuellement à un moment donné, on en reparlera. Alors, bonne fin de journée. Et puis, si vous voulez rencontrer nos comédiens, nos comédiennes, ça va nous faire plaisir. Oui. Trouvons-les, trouvons